Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle mise au point de rentrée scolaire. Avant de commencer, j'aimerais revenir sur Utip dont j'ai parlé il y a deux mises au point de ça. Et j'ai toujours pas de résultat, j'ai toujours pas de lien à vous donner. En tout cas, au moment où j'enregistre cette vidéo, le 28 août. Parce qu'apparemment, je me suis préinscrit sur Utip au mauvais moment, au moment où tout le monde le faisait. Donc, ouais, ils ont été submergés par les demandes, ils n'ont pas pu répondre à tous rapidement. Et donc j'ai reçu un message de leur part me disant que oui, ils ont été submergés, ils ont besoin de temps pour reconsidérer ça, et qu'ils vont essayer de faire en sorte de donner des réponses d'ici la fin du mois. On est le 28 au moment où j'enregistre, donc je sais pas, peut-être que le 30 ou le 31 août j'aurai quelque chose. Mais nous verrons bien. Néanmoins, ouais, ça devrait quand même arriver à un moment ou à un autre. Il y a de fortes chances que ce n'est pas les résultats escomptés, c'est-à-dire que vous ne puissiez pas participer au paiement Utip seulement en regardant des vidéos, parce que c'est une option qui ne sera pas ouverte à tous. Donc, je croise les doigts pour que ce soit possible. Parce que oui, je pense que ça m'aiderait bien, mais nous verrons bien. Quoi qu'il en soit, on va revenir sur les vidéos de ce mois précédent. On va commencer par Cars 3. Pas beaucoup de commentaires m'ont repris sur quoi que ce soit. J'ai été interpellé juste par une chose, c'est-à-dire qu'on m'a repris sur le fait que oui, on pouvait changer de coureur automobile en pleine course. Alors, je sais pas pour vous, mais j'ai l'impression que c'est un peu de la triche quand même. On va compter ça comme ça. Vous me disiez, tiens, il y a un coureur, il est épuisé ou on ne sait pas quoi. Paf, on peut le remplacer par un autre qui est au mieux de sa forme. Tandis que les autres coureurs, eux, à moins qu'ils le fassent tous, j'en sais rien. Mais les autres coureurs qui sont déjà en lice, eux, ils continuent et ils sont fatigués quoi qu'il arrive. Quoi, je sais pas, pour moi ça fait un peu triche. C'est un détail, pas grand chose donc à dire sur Cars 3. Ensuite, nous avons eu le téléfilm Réponse, moi j'ai un rêve. Il y a des gens qui m'ont demandé, enfin, il y a une personne, je crois, qui a demandé pourquoi c'était une mauvaise traduction de titre. Ça me sidère d'avoir expliqué ça, mais je vais le faire, parce que c'est toujours gratifiant d'expliquer quelque chose à quelqu'un, on sera un petit peu supérieur. Le truc, c'est que le titre original, Before Ever After, est très descriptif, de façon très claire, sur ce que représente, que ce soit ce pilote ou la série tout court, c'est-à-dire avant Heureux pour toujours. Et il y a une personne qui a dit en commentaire, ouais, mais c'était pas une très bonne... s'il n'y avait pas vraiment d'équivalent français, et ben si, avant Heureux pour toujours. Alors ça n'a pas exactement le même punch, mais ça marche très bien, avant Heureux pour toujours. Hein, je sais pas ce qu'elle a fumé cette personne en commentaire pour dire, oh, il n'y a aucun équivalent français qui passe bien. Si. Et donc, ouais, ils ont pas fait ça. Ils se sont dit, c'est pas aussi accrocheur. Donc on va plutôt dire moi j'ai un rêve. Est-ce que c'est le titre d'une des chansons du film? Ça parlera aux gens. C'est ça, c'est le principe. Mais moi j'ai un rêve, ça se rapporte à rien. À part un truc très basique, vaguement rêve, qui représente le fait que Réponse en veut plus, veut visiter le monde, tout ça. Ouais, elle a un rêve techniquement. Mais c'est de la connerie, ça résume pas du tout le téléfilm. Il y a énormément d'autres choses qui se passent. Et je sais pas, tous les titres, du genre, ah, le rêve de machin truc, moi j'ai un rêve, tout ça, c'est simple, simpliste, d'une façon insultante pour moi. Parce que oui, si tu regardes la quasi-totalité du film, il y aura toujours des personnes qui auront des rêves, des aspirations, c'est logique. Donc oui, moi j'ai un rêve, vous pouviez coller ce titre sur la quasi-totalité des épisodes de la série, hein, et ça aurait fait le café tout aussi bien. Vraiment. Donc, si vous voyez pas le problème là-dedans, ça me fait un peu tiquer quand même, je trouve. Et puis il y a une autre personne qui a dit en commentaire, j'ai vraiment pas compris ce délire, mais elle a été soutenue par 2-3 autres personnes, donc apparemment il y a des gens qui y croient vraiment que 6 mois c'est court. Quand on glande rien, oui, mais sinon, en règle générale, c'est quand même relativement long si on fait un petit peu d'effort. Je veux dire, je doute bien qu'au bout d'une semaine ou deux, elle devrait pas commencer à apprendre des trucs. Réponse, mais 6 mois, merde! 6 mois, et c'est toujours pas qu'il faut pas... qu'il faut pas saluer les gens qui rendent visite au château en leur faisant des gros câlins. Elle le sait pas au bout de 6 mois, merde! Il y a une différence entre pas savoir grand-chose et ne savoir que dalle. Elle devrait savoir des petits trucs de base. Enfin bon, c'est histoire de dire, pour moi, il y a des défauts
pas négligeable. Dans ce téléfilm, ça présente, ça introduit correctement l'ambiance, l'univers, etc. Mais c'est loin d'être parfait ce téléfilm, et la série est loin d'être parfaite, même si, je vais le dire, c'est la meilleure série que j'ai traitée en Disneyfield jusqu'à présent. J'adore, j'aime bien la série Tarzan, mais j'aime beaucoup ce que c'est par rapport à l'approche de base qui est faite, c'est-à-dire que la série Tarzan a une approche très épisodique qu'on a dans la totalité des séries Disney de l'époque. Il a fallu attendre quoi? C'est pas en dehors de Gargoyles peut-être, mais à nouveau Gargoyles c'est une série un peu originale, alors que les séries dérivées de films ou de personnages connus, c'était épisodique. C'était un épisode d'une histoire, un épisode d'une histoire. Peut-être qu'il y avait plusieurs épisodes qui racontaient une histoire, mais après c'était indépendant des autres épisodes. Vous voyez, ça n'avait rien de transcendant. Et c'est pareil pour Tarzan. C'est pour ça que dans ce genre-là, Tarzan est la meilleure série que j'ai traitée. Mais Réponse essaye d'aller plus loin. Elle essaye vraiment de se créer un fil rouge et c'est quelque chose que je respecte beaucoup. Et c'est géré pas parfaitement et tout à fait correctement durant toute la série. Donc oui, c'est quelque chose que je salue bien dans la série et c'est ce qui fait que c'est la série, la meilleure série que j'ai traitée en Disneyfield sur moi pour l'instant. Je pense que oui, elle est même meilleure que celle que je vais traiter dans pas très longtemps. Donc, ouais, c'est une bonne série, sérieusement. Faut pas croire une seule seconde que les choses sur lesquelles je me suis plaint sont rédhibitoires, parce que c'est clairement pas le cas. Mais voilà, les choses sur lesquelles je me suis plaint, ça reste des problèmes et qui font que c'est pas la plus grande série au monde. C'est un peu le même genre d'approche que je vais avoir avec la série Gravity Falls, parce que ça c'est clair et net que ça va être la nouvelle série qui va remplacer les Herculogues d'ici un mois, ça c'est évident. Oui, sauf si quelqu'un veut y aller à fond sur une autre série qui est encore en lice, mais je veux dire, là c'est un petit peu bouclé, hein. Mais vous pouvez toujours essayer. Si vraiment hein, vous connaissez pas mal de gens, vous voulez y aller à fond sur « Allez, on va soutenir une autre série pour que ce soit pas Gravity Falls qui soit pris, si vous voulez. Hein, essayez, n'hésitez pas, hein, mais ouais, ça m'a l'air mal parti quand même, hein, ça va être Gravity Falls. » Donc oui, il y a quand même ce genre de choses à redire. Et on a essayé de défendre pas grand-chose, hormis un détail sur lequel je me suis déjà pas mal étendu. Et je... m'attendais pas à ce que ce soit particulièrement défendu au moment où j'ai enregistré cette vidéo, mais quand j'ai vu déjà les commentaires sur la critique du téléfilm en disant « Oh, j'espère que tu veux pas dire du mal de Variant, Variant il est trop génial !» Je me dis « Ok, je sens, oui, il y avoir des gens qui vont mal réagir en fait. » Ouais, je sens. Et ouais, il y a des gens qui ont mal réagi. Enfin bon, mal réagi, j'exagère énormément hein, quand je dis ça. Il y a des gens qui ont répondu en disant des contre-arguments sur lesquels je vais revenir et qui ont été très courtois. Donc c'est pour ça que je vais essayer d'être très courtois quand même si je n'aime pas du tout les contre-arguments qu'on m'a donnés, mais je vais essayer d'être très courtois. Donc, voilà, les 3 contre-arguments qu'on m'a dit par rapport au fait que c'est pas si horrible que ça, le passage du côté obscur de Variant, c'est que, d'une part, c'est quelqu'un qui a des circonstances, donc il a toujours voulu... l'approbation de son père, les salmines, et maintenant que son père est plus là, il a plus de trucs sur quoi s'accrocher. Déjà, cette partie-là. Ouais, ça aurait été cool de le démontrer plus, parce qu'on le voit rapidement 2 minutes à la fin de l'épisode 1, et juste rapidement dans l'épisode 16-17. Et quand je dis rapidement, hein, c'est quelques passages, histoire de dire. Je suis désolé, j'ai vu beaucoup mieux comme développement, comme lien très spécial de personnages là-dessus. Et si c'est moi qui dois me faire le reste dans la tête, je suis désolé, c'est que la série a un problème, fait quelque chose de pas très bien là-dedans. Surtout que, ouais, Variant s'est créé d'autres liens dans les quelques épisodes qu'on a vus avant, que ce soit avec Réponse, mais aussi avec Cassandra et un peu avec Eugène. Il s'est créé des liens avec ces personnages. Donc, il devrait avoir une espèce d'affection envers eux, une espèce de lien affectif envers eux, mais il fout complètement ça à la trappe. Complètement ça à la trappe. C'est comme s'il était omnibulé par une seule chose. Et c'est clairement pas comme ça qu'il était défini avant. Donc, ouais, cette excuse comme quoi son père le définit, il cherche à tout prix à avoir cette approbation-là, je la ressens pas du tout, cette chose-là. Hein. Je la ressens très très peu, et si c'était que ça qu'il définissait, ok, très bien, mais c'est clairement pas que ça qu'il a défini avant. Deuxième point, alors là, c'est l'argument le plus pourri que j'ai entendu, c'est mais c'est un adolescent, il comprend pas très bien les choses. Ok, c'est une insulte envers les adolescents, ça. Okay, je sais que j'ai pas une opinion très haute des adolescents,
mais j'espère quand même, j'estime que les adolescents ont suffisamment de cervelle pour se rendre compte, au bout de plusieurs jours, qui est responsable de telle ou telle chose, quand est-ce qu'on va trop loin. Je veux dire, on parle pas d'un acte sur le coup de l'émotion, là. C'est pas un truc, là, je suis énervé, je fais quelque chose que je regrette après, et puis il n'y a plus moyen de reculer. Non, il se passe plusieurs jours, et pendant plusieurs jours, Varian s'est dit, ok, la marche à suivre, c'est de m'en prendre à tout le monde, risquer de tuer des gens, trahir tous ceux qui m'ont fait confiance avant, parce qu'ils ont trahi ma confiance une fois, de façon que je peux comprendre, parce qu'ils avaient d'autres impératifs qui les empêchaient de venir m'aider, sachant qu'ils pouvaient même pas m'aider eux-mêmes. Hein, je sais pas comment ils auraient pu t'aider, merde, hein, sérieusement. Et ça, c'est pour vous le comportement d'un adolescent? Punaise, si c'est vraiment comme ça que sont les adolescents, oui, j'ai vraiment peur pour la génération future, hein. Ils se sont pas foutus de réfléchir sur le long terme. Sur le court terme, tout le monde peut être pris par ses émotions et faire des conneries, faire des choses qu'il regrette. Sur le long terme, comme ça, aller jusque là, non. C'est pas être un adolescent, là, c'est d'être un psychopathe. Et Varian n'a pas été un psychopathe, n'a clairement pas été dépeint comme un psychopathe dans les premiers épisodes. Donc non, un argument de merde ça, hein, excusez-moi. Alors troisième argument, l'argument le plus freudien qu'on m'ait dit, c'est-à-dire que, mais Varian essaye de forcer la culpabilité de l'acte sur d'autres personnes pour ne pas réaliser qu'il est lui-même responsable des problèmes qu'il a. Donc il s'enferme complètement dans cette espèce de bulle de ressentiment pour éviter de faire face à sa propre culpabilité. Voilà, plus ou moins, hein, c'est ce qu'on m'a dit. Alors, c'est une façon très huppée de dire qu'il se comporte en petit connard génial, en fait. Hein. C'est exactement ça, c'est-à-dire, ouais, je suis responsable d'un truc. C'est techniquement, possiblement réversible, mais merde. Je vais blâmer tout le monde, je vais devenir ennemi avec tout le monde, parce que je peux pas accepter mes responsabilités. Gamin génial. Gamin génial. Eh mais c'est pas ma faute, c'est parce que si a fait ça, parce que si a fait ça. C'est le comportement de gamin génial, ça. Et vous avez beau le dire de façon très soutenue, mais c'est juste une façon de dire que c'est se comporte en gamin génial. Et le truc par rapport à ça, c'est que le principe autour du virement de Varian n'est pas du tout mauvais. Vraiment pas. Je trouve que c'est sympa de faire ce genre de méchant qui au départ est gentil, mais qui via de mauvaises circonstances devient un antagoniste, un méchant. Ça rend le côté très tragique. C'est ce genre de méchant qu'on voit assez rarement. Et quand c'est bien fait, c'est le très gros morceau à prendre en compte. Quand c'est bien fait, ça peut créer des méchants super forts, super tragiques, pour lesquels on a vraiment de la peine. Mais quand c'est mal fait, c'est... Et oser me dire que c'est bien fait, ça, c'est se foutre de ma gueule. Sérieusement, parce que c'est fait avec le cul. Voilà, réaction excessive pour qui dégringole, qui va loin, mais très vite, avec quasiment aucun développement. Dès lors qu'on le revoit, Varian, il est en mode « Vous m'avez tous trahi, je ne ferai plus jamais confiance à personne !» Et après, c'est un sale connard, une sombre merde, qui n'hésite pas à mettre la vie d'à peu près tout le monde en danger au château. Parce que je veux pas dire, mais le raton laveur mutant et les robots géants, j'ai pas l'impression qu'ils étaient en mode non létal, hein. Ils essayaient un peu de tuer les gens. Ça le dérange pas, ça le dérange pas. Ça le dérange pas de traiter les gens comme des merdes et d'avoir un comportement de sale connard quand ils s'adressent aux autres. Et à aucun moment dans l'épisode final, je ne ressens une once de remords par rapport à sa situation parce qu'il se comporte comme un connard fini. Alors, par rapport à ça, si ça avait été une sombre merde dès le début, Varian, je me serais dit, ok, évolution logique. Je veux dire, ça aurait été une sombre merde, mais dans un cadre beaucoup moins poussé. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui n'hésite pas à rejeter la faute sur les autres, qui n'assume pas ses responsabilités quand des choses arrivent, quoi. C'est quelqu'un qui se comporte mal, vous voyez, mais qui est pas un sale méchant, une grande menace sur le coup, c'est juste un sale type, vous voyez. Mais un sale type qui
par rapport à certaines circonstances, pourrait être amené à détenir un certain pouvoir et à représenter une véritable menace sur la fin, ça aurait été un développement logique. Par rapport à ce qui lui est arrivé, par rapport aux mauvaises choses qui lui sont arrivées, ça aurait été un développement logique. Si ça avait été une sombre merde dès le début. C'est-à-dire un personnage un peu détestable sur le principe. Et ce genre de personnage, c'est pas inintéressant à faire. Je veux dire, c'est pas le genre de personnage qu'on adorera dans un film, c'est fait exprès, mais ça peut être une très bonne contribution au ton du film, hein, de montrer qu'il y a des fois des personnages qui sont des sombres merdes. Mais à nouveau, c'est pas le cas dans le début de cette série. C'est un mec tout à fait gentil, serviable, qui sait un peu réfléchir, bon, un peu maladroit sur les bords, hein, un peu Monsieur Catastrophe, mais gentil, qui se rend compte de ses erreurs et qui essaye d'aider. Donc, non, je suis désolé, hein, ce virement à connard fini dans le dernier épisode, pour moi, n'a aucun putain de sens. C'est de l'assassinat de personnage. Carrément. Petit ajout de dernière minute, on a aussi émis la théorie que Varian aurait bu une potion qu'on a vu dans un épisode entre celui où il commence à avoir du ressenti et celui où il réapparaît pour être un sale connard. Cet épisode était centré sur le fait que Max et Pascal ont fait boire un truc magique à Réponse et à ses amis pour inverser leur personnalité afin qu'ils se rendent mieux compte de leurs défauts sociaux, conneries comme ça. Le concept de cet épisode était très con, je vous le cache pas. Donc, à la fin de cet épisode, il lâche la potion dans la nature, plutôt que de la détruire ou une connerie comme ça. Non, non, il la lâche dans un ruisseau, ils la font partir dans le courant en se disant c'est bon, personne va tomber dessus. À la fin de l'épisode, Varian tombe sur cette potion en disant tiens, ta, 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 ta. Et donc 2 épisodes plus tard, ou un épisode plus tard, je sais plus trop, on le revoit et c'est là qu'il commence à fomenter son plan et devenir un sale con, tout ça. Et il y en a donc qui auraient mis cette hypothèse que Varian aurait bu cette potion, qui aurait donc inversé sa personnalité. Et c'est pour ça qu'il aurait totalement viré connard fini, alors que c'était pas du tout ce qu'il était avant. Alors, j'aime bien que vous essayiez d'émettre des théories qui essayent de justifier totalement les gros problèmes qu'on a. Je trouve quand même qu'il y a 2 gros soucis par rapport à ça. Même 3 dans l'absolu. Le premier gros souci, c'est que vous partez du principe que Varian est con au point de boire comme ça une fiole qu'il a trouvée. Il ferait des tests dessus, des trucs comme ça. Il va pas boire cette potion comme ça. Je vois pas pourquoi il le ferait. Ensuite, on a bien précisé dans l'épisode en question que la durée des effets de cette potion était temporaire. Elle avait une durée limitée. Donc, ça veut dire qu'il est resté comme ça pendant plusieurs jours parce qu'il a tout bu cul sec. À nouveau, c'est bizarre. C'est bizarre qu'il se résigne à tout boire comme ça. Je veux dire, je sais qu'il n'était pas du genre à prendre des tonnes de précautions, Varian, mais on n'en est pas à ce stade. C'est un gros cran au-dessus que pas prendre trop de précautions. C'est un peu bizarre pour moi. Et en fin de compte, quand on voit l'épisode où il réapparaît, l'avant-dernier épisode, on a clairement l'impression, si on met les 2 épisodes bout à bout, que en fait il s'est servi de cette potion de départ pour changer un petit peu sa formule et s'en servir pour semer la zizanie dans le château. Ça m'a l'air d'être clairement ce qui se passe. C'est ça qui a dû, je pense, l'inspirer. Il a peut-être dû la changer ou peut-être qu'il s'est inspiré du concept de cette potion pour fomenter son plan de foutre la zizanie dans le château en faisant bouffer aux gens des cookies ou je sais plus trop quoi, je sais plus exactement ce que c'est comme nourriture, de façon à ce qu'ils se comportent un peu bizarrement et ce que ça foute un peu la zizanie. C'était le principe, je ne vois pas ce que ça pourrait vouloir dire d'autre. Donc, ouais, pour moi, ça n'a pas beaucoup de sens, cette théorie. Et si cette théorie est vraie, étant donné que les effets sont censés être temporaires, c'est quelque chose qui devrait vite être, je pense, confirmé dans la saison 2. Donc, alors, si c'est le cas, je trouve que c'est super forcé et pas très intelligent, parce que, à nouveau, ça pourrait dire que Varian est con pour avoir bu une potion comme ça sans réfléchir. Et voilà, si c'est pas confirmé dans la saison 2, ça veut dire que ça n'a pas du tout été pensé par les créateurs. Donc ouais, j'y crois pas une seule seconde à cette théorie, histoire de dire.
Plutôt que de dire, punaise, le personnage que j'adorais au début, vous en avez fait un méchant de façon forcée et ça le casse, vous essayez juste de trouver des excuses en faisant du développement que les scénaristes n'ont pas pensé à faire. Et je déteste cette démarche. Je vous le cache pas, je déteste cette démarche. Moi aussi, il y a des personnes que j'adore dans les séries ou dans les films qui virent mal parce que les scénaristes les gèrent mal au bout d'un moment, et je vais pas essayer de trouver des excuses pour dire « Ah mais il y a des circonstances, c'est pas trop grave, il peut peut-être s'en sortir ». Non, non, je vais blâmer les scénaristes pour foutre en l'air le personnage que j'adore de base. Je vais vous donner un exemple, parce que, oui, un exemple parle bien. Orson Hodge dans Desperate Housewives. J'ai adoré ce personnage dans les saisons 3 et 4, excusez-moi si je me plante dans les chiffres, ça fait un moment que je les ai plus vus, cette série. Alors, dans les saisons 3 et 4, il avait un côté un peu complexe, mais un côté aussi un peu huppé, dira-t-on, qui se complétait bien avec le personnage de Brie. Et ce qui fait que j'aimais beaucoup ce personnage, surtout par rapport à son passé un peu tumultueux, qui lui revient en pleine gueule au bout d'un moment, et la décision qui finit par être prise. Puis, au bout d'un moment, dans la saison 5, ils ont décidé de complètement chier sur le personnage en le faisant virer connard kleptomane, culpabilisateur, en donnant bien le beau rôle à Brie. Et ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé. Je suis sûr que si j'avais été du genre « Oh mais c'est un personnage que j'adore, je peux pas lui trouver de défaut », j'aurais pu essayer de trouver des excuses à son comportement, parce qu'on peut trouver des excuses à son comportement. Hein. Il sent un peu délaissé par rapport au fait que les gens le traitent mal parce que maintenant il a un peu avoué qu'il a fait quelque chose de pas très bien. Voilà, hein, je vais pas non plus tout dévoiler, même si, bon, ça fait un petit moment que la série est sortie. Donc, ouais, il a certaines circonstances, mais avoir certaines circonstances, ça ne justifie pas certains extrêmes qu'on prend. Et quand on devient une espèce de putain de kleptomane qui n'hésite pas à culpabiliser sa femme complètement ouvertement, sans la moindre gêne, je suis désolé, il a beau avoir des circonstances, j'emmerde les scénaristes, hein. Vous avez ruiné un personnage que j'adore. Et le pire avec Orson Hodge, c'est que ils ont un peu réussi à le rattraper au bout d'un moment, pour le foutre encore plus en l'air. C'est quelque chose qui me saoule et je vais pas trouver des excuses parce que j'aime le personnage de base. Non, vous foutez en l'air un personnage que j'adore. Allez vous faire foutre les scénaristes. J'ai pas trouvé des excuses pour vous. C'est vous qui vous foutez de ma gueule, je vais pas vous trouver des excuses. Et j'ai l'impression que c'est ce que certaines personnes font, c'est-à-dire qu'elles tiennent absolument à trouver des excuses au fait que le personnage a viré mauvais de façon complètement forcée, ultra expédiée, et pas du tout subtil. Sérieusement, osez regarder l'épisode final et me dire que vous voyez de la tragédie très forte dans le personnage. Il se comporte juste comme un gros connard variant dans cet épisode. C'est tout ce que c'est, un gros connard. Non, non, c'est pas un personnage complexe, c'est pas quelqu'un qui mérite d'être excusé, ça. C'est du foutage de gueule de la part des scénaristes. Ça mérite pas d'être pardonné, ça. Donc, ouais, non, j'accepte pas vos arguments, hein. Clairement pas, ça ne me convainc pas du tout. Après, tant mieux si vous voyez quelque chose de fort dans ce personnage, ou si vous voulez voir un espèce d'espoir, de le voir se racheter plus tard, tant mieux pour vous. Moi, pour moi, ils l'ont complètement assassiné le personnage à la fin de cette saison 1. Et j'espère juste qu'on le reverra plus jamais, même si ça m'étonnerait étant donné qu'il a un lien avec la confrérie Mystère. Néanmoins, on n'a pas tout à fait terminé notre passage en revue puisqu'il nous reste le dernier morceau qui va demander un peu moins de temps puisqu'il s'agit de Summer Wars. Je suis content qu'on me fasse découvrir des films animés qui me plaisent bien. Et ouais, c'était cool de découvrir un bon film animé japonais, comme il en existe beaucoup. C'était très sympa à voir. Il y avait suffisamment de petits trucs, parce qu'il y a quand même un côté un peu cliché. Faut dire ce qui est dans le déroulé de l'histoire, ce qui m'a permis de m'amuser un petit peu dans mes critiques, mais la plupart de mes pics étaient vraiment gentillettes. Hein. Et j'ai vraiment qu'une grosse complainte sur le film par rapport au fait qu'il y a un abus de coïncidence. Et pour moi, c'est quand même un gros souci de facilité scénaristique, ça, un gros souci. Mais en dehors de ça, c'était vraiment plus des petites plaintes, pas très graves, faut dire ce qui est. Donc globalement, c'est un film que j'ai bien aimé.
Et j'ai pas eu beaucoup de commentaires là-dessus. On m'a repris plusieurs moments sur le fait que je me suis légèrement plaint facilement, gratuitement du saignement de nez dans les œuvres japonaises excessif. Je sais que c'est une métaphore de l'excitation de l'homme, hein. Je suis pas complètement con, je sais comment ça marche. Non, ils disent métaphore de l'érection. Vous savez, j'ai vu un animé, une série animée japonaise avec des lesbiennes, hein, donc une femme une fille qui en aime une autre secrètement, et dès lors qu'elle se l'imagine en sous-vêtements ou à poil, je sais plus exactement, parce que ça fait un petit moment, elle saigne du nez elle aussi. Donc ça ne fait pas qu'avec les mecs, donc dans les animés ça. Donc ouais, je sais que c'est une métaphore de l'excitation. Seulement voilà, moi quand je suis excité, je saigne rarement du nez. Je comprends le principe, c'est juste que pour moi c'est pas super logique de saigner super abondamment du nez comme ça. D'ailleurs je me souviens que la première fois que j'ai vu ça c'était dans Dragon Ball, avec Tortue Géniale. La première fois qu'il voyait le minou de Bulma, ça m'a fait bizarre. Et quand ils s'en sont servis comme élément scénaristique, quand ils lui ont fait saigner du nez en voyant les seins de Bulma pour recouvrir l'homme invisible qui se battait contre Yamcha de sang, de façon à ce qu'il ne soit plus invisible. C'était vachement bizarre pour moi à l'époque, parce que je me dis, comment ça se fait qu'il saigne du nez comme ça en voyant une femme à poil? Est-ce que c'est une particularité de Tortue Géniale? Non, c'est un cliché du manga. Ok. Mais bon, faut pas non plus me prendre pour quelqu'un qui s'y connaît pas en manga et en cliché d'animation japonaise. Hein. Je connais très bien le truc. Hein. Je sais que c'est une métaphore de l'excitation. Ça va. C'est juste que c'est bizarre pour moi parce que c'est pas quelque chose de logique, de naturel. Hein. Rarement, ça m'est jamais arrivé de saigner du nez quand j'étais excité. Et punaise, j'ai été excité un bon nombre de fois, hein, sexuellement. Hein. Je vais pas vous raconter, mais c'est arrivé. Moi, un truc que vous remarquerez quand je suis excité sexuellement, mais vraiment, et quand je passe des trucs super... ça m'arrive d'éternuer, en fait. Moi, j'éternue quand je pense vraiment à un truc super crade. À ce niveau-là. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Le fait est qu'on m'a juste repris en dehors de ça pour me demander mon opinion sur Ready Player One, puisque j'ai fait lancer quelques piques contre le film. Et je vais donner rapidement mon opinion. Je trouvais le film pas mal. Il n'était pas transcendant, mais il était sympathique. Le problème que j'ai avec ça, c'est que l'histoire est très basique, ne raconte rien de sensationnel, rien de très créatif. Visuellement, c'est très créatif. Le fanservice un peu abondant était pas très subtil, je trouve, mais il faisait bien le taf. Et puis bon, je sais pas, voir le géant de fer combattre Mechagodzilla, je vous cache pas que ça fait un petit truc, hein. Ça vous fait un petit truc, hein. Ça c'est clair. Bon, sachant, oui, il y a des gens qui vont me reprendre avec la vidéo de Michael J. J'ai vu la vidéo de Michael J sur Ready Player One, et ses arguments m'ont pas convaincu du tout, hein. La plupart des choses qu'il a dites sur le fait que ah non, c'est pas du fanservice, ça, si vous interprétez ça comme ça a une signification. Je veux dire, la plupart des héros de films, de jeux vidéo, de séries, etc. ont suivi un certain archétype. Donc oui, cet archétype, on peut le retrouver sur énormément de héros. La plupart des héros que tu as cités, oui, tu retrouves cet archétype-là, mais ça aurait pu être d'autres types de héros, ça aurait été pareil pour beaucoup de cas. Je vois pas en quoi c'est si extraordinaire ce que tu dis, si subtil que ça. Et je trouve qu'il fasse chercher des significations là où il n'y en a pas particulièrement, pour moi en tout cas. Enfin bon, hein, chacun son point de vue. Le fait est que ça marche bien et l'action est fun. L'action est palpitante et fun, mais bon, l'histoire est basique. Voilà, les personnages n'ont rien de transcendant. Et les deux seules piques que j'ai faites contre le film dans ma critique sont véridiques, c'est-à-dire que d'une part ça n'a rien d'original, l'univers dépeint par Ready Player One et l'histoire que ça raconte n'a absolument rien d'original. Et ouais, j'espère que personne viendra me contredire pour me dire que c'est un gros déversement d'exposition pas très subtil au début. Vraiment, hein, au début, on a 5 grosses minutes où notre protagoniste explique comment ce truc fonctionne, son histoire, ses règles, etc. de façon basique, bête et méchante. C'est du déversement d'exposition, mais comme on n'en fait plus, hein. Donc oui, ces deux pics sont véridiques pour moi, c'est-à-dire que ça n'a rien d'original et que c'est de l'exposition pas très subtile au début. Mais c'est pas ça qui rend ce film mauvais, il est pas mal, parce que les personnages sont corrects, pas transcendants mais corrects, l'action est très sympathique, très prenante, l'histoire basique mais correcte.
c'est pas un film qui restera dans ma mémoire longtemps, hein, je vous le cache pas, hein, à part pour son visuel, mais sinon... Quoi qu'il en soit, on a fait le tour, je pense qu'on a passé bien une grosse demi-heure là-dessus, surtout par rapport à Variant, mais bon, il y avait pas mal de choses à redire, donc on va juste enchaîner sur un dernier point assez rapide sur lequel j'avais envie de revenir. J'ai eu quelques petits commentaires, pas particulièrement durant ce mois-ci, mais au fil de mes vidéos, par rapport au fait que des fois, ils trouvaient que je notais un peu trop faiblement certains films. Et que des fois, malgré le fait que je donne une bonne note à un certain film, je dis pas mal de mauvaises choses dessus, c'est pas super, ils ont tendance à plutôt prendre le côté négatif, comme moi, hein, donc je peux trop me plaindre là-dessus. Donc j'aimerais un peu revenir là-dessus parce que c'est vrai que si on compare certains films comme, je sais pas, moi, la balade des Dalton avec Summer Wars récemment, j'ai pas dit énormément de mauvaises choses sur la balade des Dalton. J'ai, bon, pas dit beaucoup de choses, je vous dire que c'est pas un film qui a beaucoup de choses à dire. C'est un film très simple dans son concept. Et par contre, Summer Wars, il y a eu beaucoup de petites piques à dire. Et à côté de ça, je lui donnais 15 sur 20. Par contre, la balade des Dalton, 12,5 sur 20. Alors, j'ai eu plus de choses à redire sur Summer Wars. Alors, comment ça se fait? Eh ben, il y a un critère... Bon, une espèce de sous-critère, un critère parallèle ou un truc comme ça, qui entre en jeu dans mon appréciation d'un film et qui, pour moi, est assez important, vraiment pas négligeable, ce sont ses ambitions. Je trouve que quand on veut partir sur une certaine histoire, on a déjà plus de mérite que quand on veut partir sur un autre type d'histoire. Je sais pas, quand on veut raconter une espèce de petite romance simple entre deux personnes qui viennent de se rencontrer, dans un cadre réaliste, pas très recherché. Je veux dire, vous pouvez bien le faire, hein, ça peut très bien être un film sympathique à voir, mais à aucun moment donné, vous me ferez dire « Waouh, ça va être le film de l'année !» Parce que vous visez pas quelque chose de très haut placé. Et à côté de ça, on peut viser une histoire très développée sur un conflit de grande envergure, sur plusieurs endroits, avec des personnages hauts en couleurs complexes, etc. Ce genre de choses me donnera beaucoup plus envie de regarder au départ. Et surtout, il y aura un début d'appréciation différent par rapport au premier ou au deuxième film. Parce que le premier film ne cherche pas à aller très loin. Donc, je m'attendrai jamais à quelque chose d'extraordinaire. Et alors, à moins que ça me prenne par surprise et que, à partir d'une base simplissime, on arrive à aller très haut, ce qui est très très rare, faut dire ce qui est, j'aurais jamais envie de lui donner une note mirobolante sur 20, si je devais noter tous les films que je regarde, hein, c'est pas ce que je fais, hein, je fais ça seulement pour les Disney films, je prends pas le temps de noter tous les films que je vois, alors ça je lui mettrais bien 16,5, celui-là 11, 7 sur 20, non, en général j'apprécie un film et je réfléchis pas à des heures et des heures après, mais ouais, si je devais faire ça, je mettrais pas des notes mirobolantes. Il y a peu de chances que je mette une note mirobolante au premier, alors que j'envisagerais assez facilement de mettre une note plus élevée au second. Parce que le second a des ambitions plus fortes, plus démesurées, plus on veut viser haut. Et alors ça c'est très personnel, hein, nous sommes bien d'accord. Hein, il y a des gens qui préféreront un cadre plus réaliste, plus simple, et grand bien leur face. Hein, je ne vous ai fait que partager ma vision des choses, nous sommes d'accord. Et c'est comme ça que je fais pour pas mal de films. C'est comme ça que j'ai noté les Dalton 12,5 sur 20, malgré le fait que j'avais pas énormément de points noirs à redire, parce que ça n'essaye pas de viser très très haut. C'est une histoire simple, efficace, mais simple, qui n'essaye pas d'aller en grande pompe quelque part de haut perché ou quoi que ce soit. Ça raconte quelque chose de simple. Mais ça reste sobre et plutôt efficace dans le genre, mais étant donné qu'il n'y a pas de grandes ambitions dans sa narration, dans son histoire, je ne peux pas lui donner une note excessive. Alors qu'à côté, un film comme Summer Wars, même s'il y a pas mal de petits trucs qui sont pas très gênants à redire à nouveau, mais quand même pas mal de petits trucs, je serais beaucoup plus enclin à donner une très bonne note à ça, puisque ça veut vraiment aller loin, en montrant une grande famille, je dis bien une grande famille qui est très, très remarquable, et en mettant en place
un conflit à une très grande échelle, très prenant, avec beaucoup de suspense. Ça essaye de viser haut. Et ça, c'est déjà quelque chose pour moi. Et ce que je peux dire pour beaucoup d'autres films que j'ai déjà traités. Dingo et Max, premier du nom, j'aime beaucoup ce que ça met en place. Ça n'a pas une grande ambition dans sa narration, dans son histoire. Pour ça que, même si j'aime beaucoup ce qu'il met en place, je ne vais pas mettre beaucoup plus que 12 ennemis, personnellement. La Reine des Neiges, j'ai trouvé énormément de choses à redire, mais ça vise haut. Il y a un dilemme personnel très fort d'un de nos personnages principaux, un problème à grande échelle, très prenant, et énormément de péripéties qui sont fortes au niveau action, au niveau, illustration, etc. On sent que ça essaye d'aller loin. Les chansons sont grandioses aussi, ça essaye de pas juste faire quelque chose de simple, posé, mais vraiment d'aller dans le grandiose, dans la grande comédie musicale. On sent une ambition très forte dans ce film. C'est pour ça que même si j'ai pas mal de choses à redire, hein, j'ai eu l'occasion de dire toutes les choses qui pour moi sont un peu discutables dans ce film, je l'apprécie beaucoup, beaucoup, parce qu'il y a des ambitions très fortes qui se ressentent. Après, quelles que soient vos ambitions, il faut bien entendu avoir un peu de qualité. C'est clair et net que si vous vous plantez royalement, quelles que soient vos ambitions, j'aimerais pas. Hein. C'est pareil, hein, Atlantide, l'Empire perdu, on sent qu'il y a de grandes ambitions, mais pour moi ça se plante royalement à de nombreux moments. Donc non, ça passe pas. Un truc assez intéressant qui me permet, personnellement en tout cas, de jauger un peu le rapport entre qualité, ambition et mon appréciation d'une œuvre, c'est les jeux Danganronpa. J'adore parler de ces jeux-là, vous m'excuserez, mais vraiment c'est quelque chose qui me parle sincèrement. Et c'est quelque chose de très fascinant quand on regarde les fins des différents jeux. Je vais pas vous spoiler ou quoi que ce soit, je vais essayer d'être le plus critique possible. Et désolé pour ceux qui ne connaissent pas, mais voilà, c'est une référence pour moi ces jeux-là en termes de narration et de personnages. Dans le premier jeu, on a un final, bon, assez grand en termes d'envergure, hein, faut dire ce qui est, mais en comparaison du final du deuxième et du troisième, c'est un bon cran en dessous. Le deuxième a une explication de fin, une explication de la situation de fin qui est encore plus grandiose, encore plus extrême dans ses implications, dans ce que ça veut dire, et c'est encore pire dans le troisième. La fin du troisième jeu, si vous l'avez pas vu, vraiment c'est quelque chose qui mérite d'être découvert, parce que wow, ça, niveau what the fuck, ça vous prend en pleine gueule, je vous jure, c'est quelque chose. Quand on se pose une minute pour imaginer la gravité de cette situation pour nos personnages, on se dit punaise, mais comment on pourrait s'imaginer dans cette situation-là? Ça doit être atroce, ultra atroce. Et j'irais même jusqu'à dire que c'est pire que dans le deuxième jeu, à une échelle un peu différente, mais dans le deuxième jeu, il y a aussi une situation super atroce, un choix super atroce qui s'offre à eux par rapport à leur situation. Dans le premier jeu, ils ont quelque chose comme ça, mais étant donné que c'est le premier jeu et qu'ils ont senti le besoin d'augmenter les enchères à chaque fois, le premier jeu, en comparaison, après coup, devient un peu plus banal, entre guillemets, ça reste quand même assez fort. Mais le truc, par rapport à ça, parce que je vais pas non plus parler de simplement l'ambition, parce que là on parle de l'ambition, c'est que la résolution, inversement, est beaucoup moins satisfaisante de jeu en jeu, je trouve. La résolution à la fin du premier jeu est totalement satisfaisante, parce que la situation est assez atroce et grandiose, mais pas trop pour que ce soit à peu près crédible, que ça puisse se régler en 30-40 minutes. Voilà, une espèce de résolution très forte qui vient au bout de 30-40 minutes de réflexion de notre héros qui arrive à convaincre les autres. Ça arrive à passer. Parce que, voilà, on n'a pas trop monté les enchères. Dans le deuxième jeu, ça amène une facilité scénaristique, la résolution du personnage et comment il convainc les autres, qui est un peu grosse et qui entache un petit peu cette espèce de grande ambition de fin qu'il y avait, parce que on sent que vous avez quelque chose de très fort que vous lancez, mais à côté de ça, vous avez une résolution qui est assez en demi-teinte, parce que c'est trop facile. C'est trop facile la façon dont ça se résout, pour moi en tout cas. Et le troisième jeu, c'est encore pire. Parce que la situation est tellement dingue que la résolution que prend notre personnage principal et comment il convainc les autres
n'a aucune crédibilité pour moi. J'y crois pas une seconde en fait. Et c'est vachement dommage parce que punaise, c'était super prenant et super fort. Et vous vous dites, ah, c'est comme ça que ça se résout. C'est bon, hein, on se convainc comme ça et on va de l'avant. Youhou! Non! Non, ça peut pas marcher comme ça. Tu peux pas convaincre quelqu'un à aller de l'avant, à se ressaisir, à repartir sur de bonnes bases, après avoir appris quelque chose de si énorme sur soi, sur sa situation. C'est trop facile, ça le fait pas. Et c'est assez intéressant parce que quand je compare ces jeux les uns à la suite des autres, je me dis, qu'est-ce qui me plaît le plus en fait en termes de fin dans ces trois jeux-là? Est-ce que c'est la fin plus aboutie mais moins ambitieuse du premier jeu, ou la fin beaucoup plus ambitieuse mais beaucoup moins aboutie du troisième jeu? Ou alors est-ce que c'est entre les deux? C'est très difficile à dire et je pense qu'il y a un certain équilibre. J'arrive à les apprécier à peu près autant l'une que l'autre, ces fins, parce que ça arrive à se valoir à peu près, ça se compense de façon différente, qui arrive à donner un certain équilibre de valeur personnelle. Et c'est un peu comme ça que je réagis, que je réfléchis à mon appréciation d'un film après coup, c'est-à-dire ambition, alors forte ou pas, et après exécution. On peut avoir une ambition assez faible et une très bonne exécution. Ça vous donnera pas une note géniale, mais ça vous donnera quand même le loisir, le bon point d'être un film réussi dans ce qu'il veut faire. Mais de fortes ambitions et se rater complètement dans son exécution, ben, ça ne change rien en fait que vous êtes un film raté. Mais j'apprécierais quand même les ambitions de départ. Parce que vous cherchez quand même à aller assez loin et c'est quelque chose que je respecte sur le principe. Mais il y a vraiment un équilibre à faire et avoir de trop grosses ambitions, des fois, ça peut jouer contre vous si vous ne savez pas bien les traiter, bien gérer ça par la suite. Mais je préfère quand même qu'un film ait de grosses ambitions, essaye d'aller loin et se plante un petit peu, plutôt qu'un film qui n'a pas de grandes ambitions et qui arrive très bien à faire ce qu'il veut faire, mais qui n'essaye pas d'aller très loin en fait. Voilà comment je vois les choses. Après, il y a une histoire d'équilibre, de balance entre exécution, ambition, tout ça. Tout ça pour agrémenter ma façon d'apprécier un film. Et l'ambition joue un très grand rôle là-dedans, dans la note, dans mon appréciation tout simplement. Et c'est pas forcément votre cas, peut-être que les ambitions, c'est pas forcément ce qui vous parle le plus. À nouveau, c'est une question de point de vue, on n'aura pas toujours les mêmes priorités. Mais voilà, c'est un peu comme ça que je fonctionnerai. Une histoire plus ambitieuse aura beaucoup plus de chances de me happer parce que tout simplement, elle essaye d'aller plus loin. Voilà, j'ai l'impression de m'être un peu répété, je vais pas aller plus loin que ça. Merci d'avoir suivi, je vous mettrai au courant pour Utip. J'espère que ce sera bon d'ici la fin de ce mois et donc normalement au moment où vous verrez cette vidéo, ce sera finalisé et vous aurez le lien. Sinon, ben, va falloir attendre encore quelques semaines. J'espère que ça viendra assez tôt. En attendant, merci d'avoir suivi, à bientôt pour de futures vidéos. Bye!